Donc, nous avons Maude Mabillard, la traductrice de l'ouvrage de Mikhail Shishkin, Le manteau à martingale. Maude Mabillard qui est à Moscou, qui vit à Moscou et qui est donc restée à Moscou, la contrainte. Et puis Françoise Jeannebret, qui s'est occupée plus particulièrement de vous présenter ce livre. Donc, je vais donner la parole à Françoise Jeannebret, qui va s'entretenir avec l'auteur et la traductrice. Françoise, à toi. Bien. Eh bien, bonjour à vous. C'est une situation tout à fait privilégiée de pouvoir converser à la fois avec l'auteur et sa traductrice. Si vous voulez bien, je vais présenter brièvement pour l'auditoire essentiellement l'auteur Mikhail Shishkin et un petit peu quelques mots sur son œuvre et puis ensuite sa traductrice et son travail. Et puis après, peut-être je pourrais passer la parole à Maude Mabillard. Nous verrons pour la suite. Pour commencer, donc, Mikhail Shishkin, nous le connaissons bien en France, à divers égards, comme romancier qui a été traduit. Ses principaux romans qui sont nés dans les années 2000 en russe ont été traduits en français. Ils ont été tout à fait reconnus en Russie. Pour citer La prise d'Ismaïl, Le cheveu de Vénus, et aussi un titre qui est impossible de traduire directement en français, c'est un manuel destiné à apprendre, à rédiger des lettres, hein, bon, bref, qui a été traduit par le titre suivant, 2h moins 10. Par ailleurs, donc ces romans parus dans les années 2000, parallèlement, Mikhail Shishkin qui s'est installé en Suisse alémanique, à Zurich, en 1995, sauf erreur, a beaucoup écrit sur les relations, ce qu'il a appelé la Suisse russe, c'est-à-dire les relations entre le monde russe et le monde helvétique, comment la Suisse s'est incorporée à l'imaginaire littéraire de la Russie, puisque on peut dire que c'est largement le cas depuis, pour simplifier, les lettres de voyage de Karamzin à la fin du XVIIIe siècle. Donc, forte présence des Russes en Suisse, simples voyageurs ou exilés ou militants s'étant mis à l'abri pour trouver en Suisse soit un refuge, soit et en même temps un tremplin pour leurs activités révolutionnaires. Donc, on a traduit en français les 2 livres de Mikhail Shishkin qui ont trait à ce sujet, à savoir La Suisse russe, et d'autre part une sorte de promenade littéraire qui s'intitule Dans les pas de Byron et de Tolstoï, du lac Léman à l'Oberland bernois. Je dirais ensuite 2 mots sur le présent livre, le manteau à martingale, celui qui figure comme finaliste pour le prix Russophonie. Je présente tout de suite sa traductrice qui est avec nous, Maude Mabillard, qui a traduit déjà un certain nombre d'auteurs comme Nicolas Bokov, La conversion, La zone de réponse, Opération Betrave en 2010, qui avait d'ailleurs figuré aussi au palmarès de ce prix Russophonie, et puis qui a traduit 3 livres du romancier Roman Senchin, et qui a reçu des distinctions, puisqu'elle a été lauréate du premier prix de l'INALCO, premier prix de la traduction créé par l'INALCO. Et elle a reçu ce prix en 2019 pour le livre de Güzel Yakina, Zuleika ouvre les yeux. Et cette année, le 2e livre de Güzel Yakina, traduit en français, Les enfants de la Volga,
a reçu le prix du meilleur livre étranger. Et on sait que quand on récompense un livre, un titre de livre étranger, c'est toujours en même temps le traducteur ou la traductrice que l'on récompense. Alors, quelques mots sur le manteau à martingale, qui nous intéressera plus particulièrement aujourd'hui. Le titre, c'est Le marteau à martingale et autres textes, puisque c'est un recueil de 12 textes relativement brefs qui ont été publiés de 1991 à 2016. Donc, l'amplitude est assez vaste, ça fait presque 30 ans d'intervalle entre le premier et le dernier dans l'ordre chronologique de ces textes. Ils sont très divers, pas seulement par leur date, mais aussi par leur sujet. Peut-être que justement, Maud Mabillard pourra nous parler de cet aspect-là. Je pense que peut-être nous pourrons d'ailleurs commencer par là. Maud Mabillard, si vous voulez intervenir sur ce livre en tant que traductrice, nous dire votre première remarque. Est-ce que je peux juste expliquer comment moi j'ai traduit ce livre? Enfin, Bien sûr. qu'est-ce qu'il était pour moi? Comme vous l'avez rappelé, j'ai traduit des auteurs contemporains et généralement j'étais leur voix en français. C'est-à-dire que, par exemple, pour Roman Senchine ou pour Guzel Yakina, c'était des romans qui ont paru pour la première fois en français dans ma traduction. Donc j'étais vraiment l'interface ou la personne qui amenait les auteurs. Dans le cas de Mikhail Shishkin, effectivement, on a affaire à un auteur confirmé et qui a été traduit chaque fois par un traducteur différent, qui a écrit, comme vous l'avez dit, de grands romans qui sont un peu sa grande œuvre. Et donc moi, j'interviens à la fin, enfin à la fin, à une étape assez tardive, en ayant plein de prédécesseurs. Et même dans Le manteau à martingale, je sais que certaines nouvelles, certains récits avaient déjà été traduits. Alors là, on a pris la décision, d'accord avec Mikhail Shishkin, on lui a demandé s'il voulait reprendre les auteurs. Après, il n'arrivait plus à les retrouver, il ne savait plus ce qui avait été traduit ou pas. Enfin, finalement, on a décidé que je faisais toutes les traductions, mais tout en sachant que certaines traductions existaient. Donc c'était assez particulier pour moi qui avait l'habitude d'être la seule représentation d'un auteur, de tout d'un coup arriver comme ça dans quelque chose d'existant bien avant moi et d'intervenir. Donc j'ai pris le manteau à martingale comme un tout. C'est-à-dire comme une chose finie, même en sachant et en ayant lu les autres livres, en sachant tout ce qu'il y avait avant. Comme vous l'avez dit, ça part du premier récit publié de Mikhail Shishkin jusqu'au dernier en date à l'époque. Donc c'est très large. Effectivement, il y a des sujets différents. Il y a je dirais que la tonalité est parfois différente. En même temps, comme je l'avais pris comme un tout, je l'ai lu comme un tout aussi. Pour moi, c'était comme une espèce de palimpseste, c'est-à-dire qu'il y a comme des couches, mais qui racontent la même histoire, ou alors un tableau avec des touches différentes. Donc moi, je l'ai vraiment ressenti, même si je pense que le recueil était peut-être parfois, enfin, on a choisi des textes qui n'étaient pas destinés au départ à être ensemble. Ils avaient une raison d'être ensemble. Voilà. Je précise que personnellement, j'aime beaucoup ce livre. Et puis, je voulais peut-être, si vous êtes d'accord, passer la parole à Mikhail Shishkin et l'interroger parce que ça parle beaucoup de sa vie d'écrivain. Ça parle de son rapport à la littérature, de l'importance de la littérature. Et un des récits qui n'est pas le premier dans le recueil, mais qui est le premier chronologiquement et qui pour moi est presque comme une matrice de tous ces textes et de tout le livre, mais aussi des autres livres qu'il a écrits, c'est la leçon de calligraphie, Urok Calligraphie. Et j'aurais bien aimé entendre Mikhail Shishkin qui nous explique comment il l'a écrit à l'époque, quand il l'a écrit, et ce qu'il voulait dire avec ça. Donc, il se remette dans ses premiers écrits, après avoir écrit tout ce qu'on sait qu'il a écrit après, et qu'on revienne vraiment à ce premier récit. S'il est prêt à nous en parler, Mikhail? Добрый день. Спасибо за то, что меня пригласили. Bonjour, merci de m'avoir invité. И для меня это большая честь, что моя книга
тоже претендует на премию. Et pour moi, c'est un grand honneur que de voir mon livre donc parmi les finalistes du prix Russophony. Но я, слава богу, понимаю, что я тут ни при чем, все дело в переводе и в переводчике. Mais je comprends bien que donc ce n'est pas mon mérite, et tout est dans la traduction et dans la traductrice. И в данном случае я очень рад за МОД, которую знаю уже очень-очень много лет, и прямо на моих глазах она становится маститым монстром перевода. Et dans ce cas-là, je suis très contente, pardon, pour Maud, donc dont le travail je suis depuis plusieurs années et qui pratiquement sous mes yeux devient un grand maître de traduction. Что касается этого рассказа «Урок каллиграфии», то как любой текст, это машина времени. En ce qui concerne donc, cette nouvelle, la leçon de calligraphie, comme tous les textes, c'est une machine à remonter le temps. Я начал недавно просматривать этот текст и вдруг ощутил совершенно себя вот тем юношей, который тот текст писал. Но это не я. Il n'y a pas longtemps, j'ai parcouru ce texte et tout d'un coup, je me suis sentie vraiment dans la peau du jeune homme qui avait écrit cela, mais qui n'est plus moi. Это был абсолютно романтик, верящий в то, что литература нужна и что искусство может победить смерть. C'était quelqu'un de romantique qui croyait vraiment que la littérature était nécessaire et que l'art était capable de vaincre la mort. Мне тогда казалось, что я пишу очень пессимистическое произведение. À l'époque, je croyais que j'écrivais une œuvre très pessimiste. Но сейчас я понимаю, что оно просто лучится верой в светлое будущее и оптимизмом. Mais aujourd'hui, je comprends que ça n'a fait qu'irradier la foi en Don Quichotte, ça ne fait qu'irradier l'optimisme. И меня абсолютно восхищает в том молодом человеке абсолютно вера в свои силы, что вот он знает, как нужно изменить литературу и делает это. Et j'admire cette confiance de ce jeune homme, la confiance en ses propres forces. Il sait comment il faut changer la littérature et il la change. Я завидую и автору урока каллиграфии, и его переводчику, потому что переводчик становится автором французского текста. J'envie aussi bien l'auteur de la leçon de calligraphie et son traducteur, parce que le traducteur devient l'auteur de la version française du texte. Alors moi, je voulais juste rajouter quelque chose qui appelle justement à la modestie des traducteurs. Quand le livre est sorti, j'ai lu les critiques des critiques littéraires en France sur Le manteau à martingale. Et c'était souvent écrit par des auteurs qui aimaient déjà Mikhaïl Chichkine parce qu'ils avaient lu d'autres de ses livres, traduits par d'autres traducteurs. Et généralement, c'était enthousiaste, mais parce que ça leur rappelait les livres qu'ils avaient lus avant. Donc, sans rien enlever à notre métier qu'on fait avec la meilleure conscience possible, en se posant toutes les questions possibles. Pour eux, c'était le même auteur, c'était chaque fois Mikhaïl Chichkine et c'était pas tel ou tel traducteur. Et je pense que si le livre a été choisi comme finaliste pour le prix, c'est évidemment aussi le livre de Mikhaïl Chichkine. Et c'est normal que les critiques littéraires ne soient pas à chercher la petite bête et à regarder si tel mot est traduit de telle ou telle façon. Mais enfin, chaque fois, ils ont retrouvé Mikhaïl Chichkine. Peut-être j'aurais aimé demander à Mikhaïl Chichkine sur l'existence du recueil en tant que tel. Est-ce que vous aviez un souhait particulier, un objectif particulier, une impulsion particulière pour recueillir des textes qui sont donc divers, on l'a dit, placés dans un certain ordre? À quelle impulsion cela a-t-il répondu?
Et puis le fait de placer en tête, si c'est bien de votre choix, le texte qui donne son titre au recueil tout entier, cela suppose que vous avez une certaine peut-être prédilection pour ce texte-là. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer, si c'est ainsi? К этому тексту у меня, безусловно, есть особая любовь, но, впрочем, как и ко всем другим тоже. En ce qui concerne ce texte, bien sûr que j'ai une prédilection, mais ça concerne tous les textes du recueil. Мне кажется, он написан о самом главном, то, что всю жизнь тебя мучает, вот какая-то недоговоренность отношений с родителями, с мамой. И рано или поздно этот диалог должен состояться. Вот у меня в этом рассказе состоялся этот самый главный разговор. Уже, к сожалению, после того, как мама давно умерла. Но это не имеет значения, разговор с ней состоялся. Je crois que ce texte parle de l'essentiel, de quelque chose qui nous tourmente tous, des non-dits dans les relations avec les parents, dans les relations avec la mère. Et donc, c'est une conversation que j'aurais dû avoir avec ma mère et que j'ai eue finalement dans ce texte, même si c'était trop tard, mais c'est quand même bien de l'avoir, donc que la conversation ait eu lieu. Ну, почему этот рассказ первый, почему он дал название всему сборнику, я к этому не имею на самом деле отношения. Это дело издателя, который, в частности, сидит здесь, Фанни Масье. Может быть, она сможет ответить на этот вопрос. Par contre, pourquoi ce récit a été le premier et pourquoi ce récit a donné le titre au recueil, ça, je n'y suis pour rien. C'est l'affaire de l'éditrice et peut-être que l'éditrice faudra en dire quelques mots. И я не писал этот сборник, я просто жил, и по мере проживания жизни рождались тексты. Je n'ai pas écrit ce recueil, tout simplement, je vivais et pendant que je vivais, naissaient ces textes. А когда количество их собралось, одному издателю в Америке пришло в голову издать. То есть сначала этот сборник вышел в Америке в английском переводе, а не в русском оригинале. Et quand il y a eu un nombre assez considérable, un éditeur américain a eu l'idée de publier le recueil. Donc d'abord, ce recueil est apparu en Amérique en anglais. Только потом этот сборник вышел по-русски и еще потом по-французски, и тексты не идентичные, они разные во всех трех книгах. Et c'est après seulement que le recueil est apparu en Russie et ensuite en France. Et il faut dire que les textes ne sont pas identiques d'une version à l'autre. Ils sont différents dans les trois livres. То есть это вопрос не ко мне, а к издателю. C'est une question qu'il faudrait plutôt poser à l'éditeur. Là, en l'occurrence, on s'était basé sur le texte paru en russe, à AST. D'accord. Le fait est que je me suis interrogée sur la composition du recueil et il m'est apparu en effet que le premier texte était une manière comment dire, que cette martingale vous relie à votre mère, puisque il s'agit d'un souvenir de votre enfance qu'elle a évoqué peu avant sa mort. C'est l'histoire de la martingale du manteau par lequel elle vous retient, elle vous empêche de tomber du tram. Et quant au dernier texte, il me semble qu'il est beaucoup question de votre père. Alors, je ne sais pas là encore si c'est voulu ou si c'est concerté ou si ça se trouve ainsi. Mais le fait est que dans le dernier texte, il est davantage question de votre père ainsi que de la relation entre père et fils qui s'instaure entre vous-même et votre propre fils. Par ailleurs, le texte consacré à Robert Walser, ce très beau texte consacré à l'écrivain suisse, Walser paraît tout à fait emblématique de ce qui est un certain fil conducteur dans le recueil, à savoir votre rapport à l'écriture et la nécessité de l'écriture comme besoin vital et aussi comme bonheur.
Et là encore, je me suis demandé si les textes, vous avez eu envie de les retoucher, ces textes un peu anciens pour certains, ou si vous les avez donnés tels quels, parce que dès la première, le nom de Robert Walser, il se trouve apparaître dès la toute première ligne du manteau à martingale. Voilà, je ne sais pas si c'est fortuit ou bien si c'est délibéré. Ничего для французского сборника я не дописывал, не переписывал, конечно. Je n'ai pas retouché mes nouvelles pour la version française, bien sûr. Вальзер появляется в разных моих текстах, потому что он повлиял на мою жизнь. Walser apparaît dans différents textes parce qu'il a influencé ma vie. И я же не остановился на этом сборнике, я дальше продолжаю писать. Et je ne me suis pas arrêtée sur ce recueil, je continue à écrire. И мне здесь не хватает еще 2 текстов от 2 очень важных для меня писателей. Et il manque pour moi ici 2 textes sur 2 écrivains qui sont très importants pour moi. И на русском, и на немецком, не знаю, на других языках тоже, вышел сборник эссе, 3 эссе: Роберт Вальзер, Джеймс Джойс и Владимир Шаров. Donc en russe et en allemand, je crois, peut-être qu'en français aussi, il y a eu donc un recueil qui est apparu avec 3 essais, celui de Robert Walser, de James Joyce et de Vladimir Sharov. Мне кажется, это приходит с возрастом. Сначала они тебе дают жизнь, эти писатели важные, которые делают тебя, а потом с возрастом ты им должен отдать обратно. Je crois que ça vient avec l'âge. D'abord, ce sont ces écrivains qui te guident dans la vie, qui te donnent quelque chose pour ton œuvre, ces grands écrivains. Et ensuite, avec l'âge, il faut leur rendre leur dû. И в какой-то момент тебе неинтересно писать, да, тебе интересно творцов, потому что вдруг ты начинаешь понимать, как они живут, как они работают, как они функционируют. Et à un moment, ça ne t'intéresse plus tellement d'écrire sur toi-même, mais tu voudrais plutôt écrire sur eux, parce que tu commences à comprendre comment ils vivent, comment ils travaillent, comment ils fonctionnent. И то, что для меня открыл Вальзера, для меня он является каким-то идеальным писателем в чистом виде совершенно. Я должен был отдать ему, я отдал его моему русскому читателю. Et ce que Walser m'a fait découvrir, pour moi, c'est peut-être le meilleur écrivain, c'est l'écrivain idéal. Alors, je devais le rendre et je l'ai rendu, j'ai rendu Robert Walser au lecteur russe. А вот я делюсь своей любовью к автору, иначе текст не был бы написан. А переводчик, который переводит меня про Вальзера, должен при этом любить Вальзера или не обязательно? Переводчик. Et alors la question pour la traductrice, moi je partage mon amour envers Walser, mais est-ce que c'est aussi obligatoire pour la traductrice d'aimer l'écrivain que j'aime? Ben oui, alors première chose, donc quand Mikhail Shishkin dit qu'il a fait partager Walser au lecteur russe, c'est pas seulement son essai magnifique sur Walser, c'est aussi sa traduction de La Promenade. Et je me souviens à l'époque, c'était un petit livre bleu. À l'époque, il était venu à Moscou à Non-Fiction, à la foire du livre, et j'avais quelques-uns de ces exemplaires de la traduction de La Promenade avec ce texte sur Walser, donc la traduction par Mikhail Shishkin de l'allemand au russe de La Promenade de Walser, et l'essai qui est dans le manteau à martingale. Et mes amis me l'avaient arraché. Tout le monde voulait lire cette traduction et lire l'essai de Mikhail Shishkin. Donc, notre auteur est aussi traducteur. Après, en ce qui concerne mon rapport à Walser, là, j'étais en grande infériorité par rapport à Mikhail Shishkin parce que je ne parle pas très bien allemand. Nous avons beau avoir un pays en commun, en plus de la Russie, c'est la Suisse. Je viens de la Suisse romande, donc, et malheureusement, mon allemand n'est pas suffisamment littéraire pour que je lise Walser dans le texte. Et c'est aussi pour ça
J'ai hésité dans le manteau à martingale à traduire, quand il y a des extraits de Walser, à traduire le russe de Mikhail Shishkin ou à prendre des traducteurs de l'allemand. Et la plupart du temps, j'ai donné des traductions de l'allemand pour pas faire double traduction, mais j'ai eu une hésitation là-dessus. Et je dois dire que j'ai fait pas mal de recherches et j'ai lu pas mal Robert Walser parce que faire une traduction, c'est aussi partager des intérêts d'un auteur et ça a été pour moi un moyen de découvrir beaucoup Walser que je connaissais pas très bien. Donc il a aussi apporté à certains lecteurs français, francophones, un intérêt pour Walser, pas seulement pour les Russes. Et c'est peut-être le cas de certains lecteurs du manteau à martingale français qui ne connaissaient pas Walser avant. Вот, скажи правду, что трудно, за что ты ругала Шишкина во время перевода? Qu'est-ce qui a été difficile quand tu as grondé l'écrivain Shishkin pendant... Oui, non, je crois que j'ai fait aucun reproche à l'écrivain Shishkin, j'ai plutôt fait des reproches au traducteur, enfin à moi-même, c'est-à-dire comment il a réussi à faire ça et moi je ne réussis pas. J'ai eu plusieurs problèmes qui étaient objectifs. Par exemple, le fait que Mikhail Shishkin, qui parle de la littérature, qui parle de lui jeune, complètement... je pense que mon texte préféré, j'adore le manteau à martingale, j'adore le texte sur Walser, mais je pense que mon texte préféré du recueil, c'est Le bruit s'est tu, où les poètes et surtout Pasternak sont très présents. Et évidemment, quand on lit les vers de Pasternak en russe ou de Pouchkine, c'est un absolu, alors que quand on les traduit en français, c'est une version. Donc ça, c'était une difficulté objective qui n'était même pas due à Mikhail Shishkin. J'ai dû beaucoup travailler à l'oreille parce que je pense, on n'en a pas discuté, mais je pense que on n'en a pas discuté parce que souvent c'est inutile d'en discuter avec un écrivain qui fait les choses de façon instinctive, ça je le sais d'expérience. Le son est très important, c'est très poétique, donc il fallait réussir à structurer ça en français de façon à ce que ça soit doux à l'oreille de la même façon ou évident à l'oreille, ce qui a demandé des fois tout un retravail. Mais je ne peux pas dire que j'étais fâchée contre l'écrivain à quelque moment que ce soit. J'étais simplement parfois plus embêtée que d'autres. Parfois ça venait directement et parfois j'ai dû beaucoup travailler. Puisque je vous prie d'excuser, il y a des bruits parasites. J'ai un voisin qui est fanatique de bricolage et qui utilise les week-ends pour, quand il n'est pas au travail, à l'extérieur, pour voilà, faire un petit peu d'animation dans l'immeuble. Je ne sais pas, moi ça me gêne, je ne sais pas dans quelle mesure ça vous gêne. On entend bien. Oui. Bon, oui, puisqu'on parlait de Robert Walser, je crois savoir, Mikhail Shishkin, que vous écrivez aussi en allemand. Donc, si on peut vous poser quelques questions à ce sujet-là. Bon, bien sûr, vous pratiquez l'allemand depuis votre jeunesse, puisque vous avez étudié l'allemand dans vos études supérieures. Vous vivez en pays germanophone. J'aimerais savoir dans quel allemand vous écrivez. Est-ce que c'est l'allemand de Berlin ou c'est l'allemand de Zurich? Bon, c'est une première question. Et deuxième question, quand vous expliquez à propos de Robert Walser justement que son premier moteur, c'était de s'éloigner des expressions figées, de s'éloigner de la langue figée pour trouver sa langue propre, hein, pour créer son propre univers linguistique. On comprend que vous dites qu'il a besoin de trouver une parole non réglementée, la parole non réglementée de l'individu qui s'oppose à la parole normée ou figée des usages sociaux ordinaires. On comprend que vous avez eu ce besoin-là, vous, par rapport à la langue russe. Est-ce que vous l'éprouvez aussi par rapport à la langue allemande quand vous la pratiquez en écrivain?
Вы правы. В последнее время я практически не пишу по-русски. Vous avez raison, ces derniers temps, je n'écris pratiquement plus en russe. Последние две книги мои вышли по-немецки, а не по-русски. Mes deux derniers livres ont paru en allemand et non en russe. И в результате даже меня приняли вот в прошедшем году в Deutsche Akademie. Это член немецкой Deutsche Akademie. Et en résultat, je fais depuis l'année dernière partie de la Deutsche Akademie. И очень хороший вопрос вы задали. А на каком немецком языке я пишу? Et c'est une très bonne question que vous m'avez posée. En quel allemand j'écris? Я всегда говорю, что писатель работает в той части языка, которая отклоняется от нормы. Вот серая зона языка, которая отклоняется от нормы языковой. J'ai toujours dit que l'écrivain travaillait, on peut dire, dans la zone décalée de la norme linguistique, dans cette zone grise qui se distancie un petit peu de la norme. И в этом, конечно, проблема с его переводом, потому что переводчик тоже должен уйти, изобрести свою такую серую зону отклонения от нормы своего языка. Et c'est bien sûr un problème pour le traducteur parce que le traducteur doit trouver sa propre zone grise. Il doit savoir lui-même se distancier de la norme, se distancier un petit peu de la norme de la langue. Но это то, что я могу делать в своем родном языке, а в чужом языке, на чужом языке нужно писать правильно. Mais c'est ce que je peux faire dans ma langue maternelle, tandis que dans une langue étrangère, il faut bien écrire, il faut écrire correctement. И поэтому я никогда не буду прозу писать на другом языке. Et c'est pour cela que je n'écrirai jamais de prose dans une autre langue. И на немецком языке я пишу эссе, я пишу культурологические книги, а не художественную прозу. Ce que j'écris en allemand, ce sont des essais, ce sont des textes culturologiques, mais pas de la prose et pas de la fiction. Одна книга называется, по-русски сразу скажу, «Мертвые уши, живые носы. Введение в русскую культурную историю». L'un des livres s'appelle Âme morte, nez vivant, en traduction dans l'histoire culturelle russe. Сборник о русских писателях, музыкантах, русской истории, о русской культуре, сборник эссе. C'est un recueil d'essais qui parle des écrivains russes, des musiciens russes, de l'histoire, de la culture. И вторую книгу я написал в диалоге с немецким очень известным журналистом Фриц Плейтген. Это скорее уже о политической истории. Le deuxième livre, je l'ai écrit en dialogue avec Fritz Pleiger, le journaliste très connu en Allemagne, et il s'agit plutôt de l'histoire politique. Она называется «Frieden oder Krieg», то есть «Мир или война». Donc le livre s'appelle Paix ou... Это, с одной стороны, объяснение России, с другой стороны, мое объяснение в любви к России. C'est d'un côté une explication de la Russie, une explication donnée à la Russie, et de l'autre côté, c'est l'explication de mon amour envers la Russie. Я объясняю, почему Россия такая, какая она есть, что с ней будет дальше. J'explique pourquoi la Russie est telle qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle va devenir. Это написано на правильном немецком языке. C'est écrit dans un allemand très correct. Потому что мне главное донести мысли в данном случае. Parce que dans ce cas précis, l'essentiel pour moi, c'est de faire comprendre mes idées. Maud, est-ce que vous voulez intervenir à ce sujet-là ou un autre, bien sûr? À ce sujet-là, pas. Mais je pensais peut-être que je voulais raconter à Mikhail Shishkin, qui n'a donc pas lu la traduction, parce qu'il comprend le français, mais pas au point de relire les traductions. Je voulais lui parler peut-être d'un passage qui est, voilà, où j'ai eu des problèmes et comment je l'ai résolu. Et on peut
critiqué la façon dont je l'ai résolu. C'est dans justement Le bruit s'est tu, Boulzatir. Il passe dans une nouvelle école. Alors en français, c'est à la page 179, si jamais. Non. Attendez, il faut que je le retrouve en français. Le bruit s'est tu commence par page 175. Oui, mais il passe dans une nouvelle école. Donc c'est un très bon élève d'une très bonne école et l'as-tu vu, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, c'est 178, en bas de la page 178. Voilà, exactement, 178. Donc en fait, en russe, donc dans cette nouvelle école, il écrit un texte, un compte-rendu sur Tolstoï, et vous l'avez repéré, et il reçoit une mauvaise note alors que c'est un excellent élève. Et il demande pourquoi, et l'institutrice répond Atsibiatina. C'est un mot, déjà pour nous traducteurs, c'est un mot qui est très difficile, non pas parce que c'est un mot compliqué, mais parce que c'est un mot problématique, dans le sens où c'est Atsibiatina, traditionnellement, c'est par exemple quand un acteur rajoute du texte sur un texte. Donc quand il rajoute, c'est Atsibia, quelque chose de lui, quand il rajoute du texte. Mais c'est surtout un des mots préférés de Kornei Chukovsky, qui a écrit ce livre merveilleux sur la traduction de Высокое искусство, où il explique justement que c'est un des plus graves défauts, c'est de rajouter quelque chose. Et dans ce livre, Chukovsky dit même que, dans certains cas, il a envie de frapper le traducteur avec un chandelier quand il rajoute trop de choses. Donc voilà, c'est un mot qui tout de suite fait un peu peur. En tout cas, moi, m'a tout de suite. Et ce qu'il fallait, donc c'est l'idée que l'élève Shishkin a trop mis de lui-même, on a rajouté. Et puis après, donc, en plus, comme c'est un mot composé de Atsibia plus un suffixe négatif, il dit encore merci au ma langue. Donc en plus, ça doit être un mot intéressant. Donc, il dit spasiba russki yazyk, donc merci la langue russe, mais moi j'ai traduit par merci au ma langue. Et alors comment j'ai fait, et c'est critiquable, mais ça marchait bien dans ce cas-là, je l'ai traduit par deux mots, c'est-à-dire trop subjectif et digne d'un m'as-tu vu. Donc c'est un rajout, c'est justement un atsibia qui m'a gros comme ça. Mais ça me semblait vraiment rendre ce que ressent l'institutrice qui est fâchée contre cet élève qui en fait trop. Et puis après, le mot m'as-tu vu, qui est un mot composé comme ça allait bien avec aussi merci au ma langue. Donc ma langue qui me propose des mots pareils. Voilà, donc c'est très critiquable, mais c'est vraiment, j'étais assez contente de moi sur le moment. Maintenant, je me dis bon, voilà. Oui, personnellement, j'avais remarqué, c'est m'as-tu vu, qui m'a frappé parce que c'est une expression qui n'est plus très employée aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne l'entends plus beaucoup dire. Alors que je l'entendais dire, là, il y a des phénomènes de génération, je l'entendais cette expression dire par mes parents, par exemple. Et il me semble que maintenant, les jeunes ne l'emploient plus beaucoup, ou rarement. Et on est dans les années. Voilà, donc ce mot m'a frappé, il m'a fait plaisir. Parce que j'ai eu l'impression que ce détour par l'étranger, que ce détour par la traduction, faisait revenir en quelque sorte dans le français un mot qui méritait, ou une locution qui méritait d'y rester. Voilà. Et puis, dans un deuxième temps, je me suis reportée au texte russe et j'ai répété en effet Atsibia, qui est répété 4 fois, à très bref intervalle dans le dialogue. Professeur qui lui répond très sèchement quand il lui demande mais pourquoi est-ce que j'ai pas une meilleure note, et elle répond tout simplement Atsibiatina, point. Et il demande une explication supplémentaire et le mot Atsibiatina est répété. Je me suis dit qu'en effet c'était un mot très difficile à traduire d'un seul mot. Il n'y a pas d'équivalent français en un seul mot. Et donc vous avez écrit trop subjectif, 2 points, digne d'un m'as-tu vu dans ton genre. Il me semble que ça rend bien le double, la double idée qu'il y a dans le mot russe, à savoir quelqu'un qui fait un peu son intéressant, en même temps qu'il invente. Voilà. Et puis c'était l'idée aussi que le trop subjectif, en fait, c'est ça. Je pense que l'élève Shishkin trouvait très bien d'être subjectif. Mais elle a trouvé ça trop. Elle a trouvé ça trop. Je dois dire que c'était une jouissance particulière de traiter Tolstoï de subjectif et m'as-tu vu à la ligne en dessous. Parce que l'élève Shishkin répond, mais Tolstoï aussi était subjectif et m'as-tu vu. Voilà. Oui. Et autre expression, peut-être je laisse réagir
Shishkin, peut-être à ce sujet-là, s'il le souhaite. Je pense pour la traductrice, c'était un peu difficile en improviser comme ça. Bon. Sinon, un autre mot qui m'a bien plu, c'est le scarabsquin, pour traduire scarbe, le mot scarbe. Vous avez mis symphorien et là encore, je me suis réjouie. Là encore, c'est un mot, je n'ai connu qu'une seule personne qui employait ce mot, c'était ma grand-mère. Et elle est décédée depuis un certain temps. Et là encore, je pense que les jeunes générations ignorent tout à fait ce qu'est le symphorien. Et je trouve toujours ça très réjouissant quand un mot évocateur et coloré est réintroduit comme ça dans la langue française par le biais d'une traduction. Ouais, et là, il y a peut-être une contamination même de son. Scarbe, Saint-Frust. Voilà. En plus, il y a une parenté phonétique. C'est parfait, je crois qu'il y a déjà les prochains intervenants qui apparaissent. Est-ce que vous avez une question pour Mikhail Shishkin, Françoise ou Maud? Peut-être une toute dernière question, c'est rapport avec les lecteurs russes aujourd'hui. J'aurais aimé lui demander si ce qu'on lit de lui en Russie, est-ce qu'on lit tout ce qu'il a écrit en russe, et s'il a des échanges directs avec ses lecteurs en Russie aujourd'hui, est-ce qu'il peut nous dire à ce sujet? Ну, честно говоря, мне кажется, сейчас в России недочтение. À vrai dire, il me semble qu'en Russie aujourd'hui, on n'a pas la tête à la lecture. Вообще, у меня ощущение, что русский читатель потихонечку за последнее время переселился за границу. Et j'ai l'impression que ces derniers temps, petit à petit, le lecteur russe a déménagé à l'étranger. И вообще вот та прекрасная Россия будущего, да, о которой говорил Алексей Навальный, она потихоньку переместилась в интернет. Et cette belle Russie du futur dont Navalny a parlé, cette Russie s'est petit à petit déplacée sur Internet. И все последние публикации в открытом доступе, в интернете. И у меня ощущение, что основной мой читатель все-таки уже находится по всему миру. Et ces derniers temps, donc, les publications ouvertes, accessibles sont en ligne et j'ai l'impression que mon lecteur vit aujourd'hui dans le monde entier. Понимаете, мы же сейчас повторяем то, что было 100 лет назад. Vous voyez, nous sommes en train de refaire ce qu'on a fait il y a 100 ans. Русская история как карусель. Распад империи, хаос, новая диктатура. L'histoire russe est comme un manège. D'abord, c'est l'effondrement de l'Empire, ensuite, c'est du chaos, et ensuite, c'est une nouvelle dictature. Вот все, что сейчас произошло, повторяет то, что было 100 лет назад. Tout ce qui se passe aujourd'hui reprend ce qui s'est passé il y a 100 ans. И люди культуры, как тогда, стоят перед выбором. Или ты начинаешь петь патриотические песни, если ты остался в России, или ты эмигрируешь. Et les gens de la culture, comme à l'époque, ont ce choix, soit de commencer à chanter des chansons patriotiques s'ils restent en Russie, soit d'émigrer. То есть свободная русская культура перемещается в эмиграцию. La culture russe libre se déplace vers l'immigration. Но у нас есть большая разница по сравнению с той эмиграцией. Mais nous avons quand même une grande différence par rapport à l'immigration de l'époque. Вот это русское рассеяние, слово рассеяние, да, люди чувствовали себя одинокими. Если это книжный какой-то кружок в Шанхае или в Монтевидео, они чувствовали себя бесконечно потерянными, удаленными от Парижа и Берлина. Il y avait cette dispersion russe de façon que les Russes se sentaient perdus, abandonnés. S'il y avait un petit club de lecture à Shanghai ou en Montevideo, ces gens-là se sentaient seuls et infiniment éloignés, par exemple, de Berlin. В 21 веке у русской культуры есть новые технологии, есть интернет.
Dans le XXIe siècle, la culture russe dispose de nouvelles technologies et d'Internet. И русский кружок в Шанхае или Монтевидео, или в Сибири, или в Швейцарии, или в Париже, они составляют новую единую культурную русскую общность. Et ces cercles donc russes qui se trouvent à Montevideo, à Shanghai ou en Sibérie, ils donc en fait composent une nouvelle communauté culturelle russe. Произошла главная русская культурная революция. L'essentielle révolution culturelle russe a déjà eu lieu. А именно Россия, культурная Россия перестала себя идентифицировать с территорией. C'est-à-dire que la Russie culturelle a cessé de s'identifier au territoire. Русская культура освободилась от территории, освободилась от сапога государства. La littérature russe s'est affranchie du territoire et s'est affranchie de la botte lourde de l'État. И еще два слова я хотел сказать. Et je voulais dire encore 2 mots seulement. Вот последние дни, последние недели весь мир ждет войны. Ces derniers temps, ces dernières semaines, tout le monde entier attend une guerre. Каждый день новости, что правительство США сказало всем гражданам Америки покинуть Украину. Сегодня я читаю, правительство Голландии сказало своим гражданам покинуть Украину, потому что значит, будет война, они что-то знают. On lit donc dans la presse tout le temps que, par exemple, le gouvernement américain a dit à tous ses diplomates de quitter l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est le gouvernement hollandais qui demande à tous ses citoyens de quitter l'Ukraine et apparemment ils savent quelque chose, donc ils ont peur que la guerre éclate. А мы здесь сидим и обсуждаем особенности перевода слова «отсебятина». Et nous autres ici, nous sommes là en train de discuter les particularités de la traduction du mot «отсебятина». И это замечательно, это прекрасно. Это то, что мы должны противопоставить войне. Вот то, чем мы занимаемся, нашу культуру, наше искусство, нашу литературу. Et ça, c'est merveilleux, c'est magnifique, et c'est ce que nous devons opposer à la guerre, c'est notre écriture, notre littérature, notre culture, ce que nous faisons. Спасибо вам. Merci à vous, Francisco. Merci.